Suite de la lecture du premier chapitre de la première partie du livre de René Guénon, Orient et Occident. Il est essentiel de noter que Pascal n'envisageait encore qu'un progrès intellectuel, dans les limites où lui-même et son époque concevaient l'intellectualité. C'est bien vers la fin du XVIIIe siècle qu'apparut, avec Turgot et Condorcet, l'idée de progrès étendue à tous les ordres d'activité. Et cette idée était alors si loin d'être généralement acceptée que Voltaire s'empressa de la tourner en ridicule. Nous ne pouvons songer à faire ici l'histoire complète des diverses modifications que cette même idée subit au cours du XIXe siècle, et des complications pseudo-scientifiques qui y furent adoptées lorsque, sous le nom d'évolution, on voulait l'appliquer non plus seulement à l'humanité, mais à tout l'ensemble des êtres vivants. L'évolutionnisme, en dépit des multiples divergences plus ou moins importantes, est devenu un véritable dogme officiel. On enseigne comme une loi qu'il est interdit de discuter, ce qui n'est en réalité que la plus gratuite et la plus mal fondée de toutes les hypothèses. À plus forte raison en est-il ainsi de la conception du progrès humain, qui n'apparaît plus là-dedans que comme un simple cas particulier. Mais, avant d'en arriver là, il y a bien eu des vicissitudes, et parmi les partisans même du progrès, il en est qui n'ont pu s'empêcher de formuler des réserves assez graves. Auguste Comte, qui avait commencé par être disciple de Saint-Simon, admettait un progrès indéfini en durée, mais non en étendue. Pour lui, la marche de l'humanité pouvait être représentée par une courbe qui a une asymptote, dont elle se rapproche indéfiniment sans jamais l'atteindre, de telle façon que l'amplitude du progrès possible, c'est-à-dire la distance de l'état actuel à l'état idéal, représentée par celle de la courbe à l'asymptote, va sans cesse en décroissant. Rien n'est plus facile que de montrer les confusions sur lesquelles repose la théorie fantaisiste à laquelle Comte a donné le nom de loi des trois états, et dont la principale consiste à supposer que l'unique objet de toute connaissance possible est l'explication des phénomènes naturels. Comme Bacon et Pascal, il comparait les anciens à des enfants, tandis que d'autres, à une époque plus récente, ont cru mieux faire en les assimilant aux sauvages, tels qu'ils appellent des primitifs, alors que, pour notre part, nous les regardons au contraire comme des dégénérés. D'un autre côté, certains, ne pouvant faire autrement que de constater qu'il y a des hauts et des bas dans ce qu'ils connaissent de l'histoire de l'humanité, en sont venus à parler d'un rythme du progrès. Il serait peut-être plus simple et plus logique, dans ces conditions, de ne plus parler de progrès du tout, mais, comme il faut sauvegarder à tout prix le dogme moderne, on suppose que le progrès existe quand même comme résultante finale de tous les progrès partiels et de toutes les régressions. Ces restrictions et ces discordances devraient donner à réfléchir, mais bien peu semblent s'en apercevoir. Les différentes écoles ne peuvent se mettre d'accord entre elles, mais il demeure entendu qu'on doit admettre le progrès et l'évolution, sans quoi on ne saurait probablement avoir droit à la qualité de civilisé. Un autre point est encore digne de remarque. Si l'on recherche quelles sont les branches du prétendu progrès dont il est le plus souvent question aujourd'hui, celles auxquelles toutes les autres semblent se ramener dans la pensée de nos contemporains, on s'aperçoit qu'elles se réduisent à deux, le progrès matériel et le progrès moral. Ce sont les seules que Jacques Bainville ait mentionnées comme comprises dans l'idée courante de civilisation, et nous pensons que c'est avec raison. Sans doute, certains parlent bien encore de progrès intellectuel, mais cette expression pour eux est essentiellement synonyme de progrès scientifique, et elle s'applique surtout au développement des sciences expérimentales et de leur application. On voit donc reparaître ici cette dégradation de l'intelligence qui aboutit à l'identifier avec le plus restreint et le plus inférieur de tous les usages, l'action sur la matière en vue de la seule utilité pratique. Le soi-disant progrès intellectuel n'est plus ainsi en définitive que le progrès matériel lui-même, et si l'intelligence n'était que cela, il faudrait accepter la définition qu'en donne Bergson. À la vérité, la plupart des Occidentaux actuels ne conçoivent pas que l'intelligence soit autre chose. Elle se réduit pour eux, non plus même à la raison au sens cartésien, mais à la plus infime partie de cette raison, à ses opérations les plus élémentaires, à ce qui demeure toujours en étroite liaison avec ce monde sensible dont ils ont fait le champ unique et exclusif de leur activité. Pour eux, qui savent qu'il y a autre chose et qui persistent à donner aux mots leur vraie signification, ce n'est point de progrès intellectuel qu'il peut s'agir. À notre époque,
mais bien au contraire de décadence, ou mieux encore de déchéance intellectuelle. Et parce qu'il y ait des voies de développement qui sont incompatibles, c'est là précisément la rançon du progrès matériel, le seul dont l'existence, au cours des derniers siècles, soit enfin un fait réel. Progrès scientifique si l'on veut, mais dans une acception extrêmement limitée, et progrès industriel bien plus encore que scientifique. Développement matériel et intellectualité pure sont vraiment en sens inverse. Qui s'enfonce dans l'un s'éloigne nécessairement de l'autre, que l'on remarque bien. D'ailleurs, que nous disons ici intellectualité, nos rationalités, car le domaine de la raison n'est qu'intermédiaire, en quelque façon, entre celui des sens et celui de l'intellect supérieur. Si la raison reçoit un reflet de ce dernier, alors même qu'elle le nie et se croit la plus haute faculté de l'être humain, c'est toujours des données sensibles que sont tirées les notions qu'elle élabore. Nous voulons dire que le général, objet propre de la raison, et par suite de la science qui est l'œuvre de celle-ci, s'il n'est pas de l'ordre sensible, procède cependant de l'individuel, qui est perçu par les sens. On peut dire qu'il est au-delà du sensible, mais non au-dessus. Il n'est de transcendant que l'universel, objet de l'intellect pur, au regard duquel le général lui-même rentre purement et simplement dans l'individuel. C'est là la distinction fondamentale de la connaissance métaphysique et de la connaissance scientifique, telle que nous l'avons exposée plus amplement ailleurs. Voir Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, 2e chapitre, chapitre 5. Et, si nous le rappelons ici, c'est que l'absence totale de la première et le déploiement désordonné de la seconde constituent les caractères les plus frappants de la civilisation occidentale dans son état actuel. Pour ce qui est de la conception du progrès moral, elle représente l'autre élément prédominant de la mentalité moderne, nous voulons dire la sentimentalité. Et la présence de cet élément n'est point pour nous faire modifier le jugement que nous avons formulé en disant que la civilisation occidentale est toute matérielle. Nous savons bien que certains veulent opposer le domaine du sentiment à celui de la matière, faire du développement de l'un une sorte de contrepoids à l'envahissement de l'autre, et prendre pour idéal un équilibre aussi stable que possible entre ces deux éléments complémentaires. Telle est peut-être, au fond, la pensée des intuitionnistes qui, associant indissolublement l'intelligence à la matière, tentent de s'en affranchir à l'aide d'un instinct assez mal défini. Telle est plus sûrement encore celle des pragmatistes, pour qui la notion d'utilité, destinée à remplacer celle de vérité, se présente à la fois sous l'aspect matériel et sous l'aspect moral. Et nous voyons encore ici à quel point le pragmatisme exprime les tendances spéciales du monde moderne, et surtout du monde anglo-saxon, qui en est la fraction la plus typique. En fait, matérialité et sentimentalité, bien loin de s'opposer, ne peuvent guère aller l'une sans l'autre, et toutes deux acquièrent ensemble leur développement le plus extrême. Nous en avons la preuve en Amérique où, comme nous avons eu l'occasion de le faire remarquer dans nos études sur le théosophisme et le spiritisme, les pires extravagances pseudo-mystiques naissent et se répandent avec une incroyable facilité, en même temps que l'industrialisme et la passion des affaires sont poussés à un degré qui confine à la folie. Quand les choses en sont là, ce n'est plus un équilibre qui s'établit entre les deux tendances, ce sont deux déséquilibres qui s'ajoutent l'une à l'autre, et au lieu de se compenser, s'aggravent mutuellement. La raison de ce phénomène est facile à apercevoir. Là où l'intellectualité est réduite au minimum, il est tout naturel que la sentimentalité prenne le dessus. Et d'ailleurs celle-ci, en elle-même, est fort proche de l'ordre matériel. Il n'y a rien dans tout le domaine psychologique qui soit plus étroitement dépendant de l'organisme. Et, en dépit de Bergson, c'est le sentiment et non l'intelligence qui nous apparaît comme lié à la matière. Nous voyons bien ce que pensent répondre à cela les intuitionnistes. L'intelligence, telle qu'ils la conçoivent, est liée à la matière inorganique. C'est toujours le mécanisme cartésien et ses dérivés qu'ils ont en vue. Le sentiment l'est à la matière vivante, qui leur paraît occuper un degré plus élevé dans l'échelle des existences. Mais, inorganique ou vivante, c'est toujours de la matière, et il ne s'agit jamais là-dedans que des choses sensibles. Il est décidément impossible à la mentalité moderne et aux philosophes qui la représentent de se dégager de cette limitation. À la rigueur, si l'on tient à ce qu'il y ait là une dualité des tendances, il faudrait rattacher l'une à la matière, l'autre à la vie, et cette distinction peut effectivement servir à classer, d'une manière assez satisfaisante, les grandes superstitions de notre époque. Mais, nous le répétons, tout cela est du même ordre et ne peut se dissocier réellement. Ces choses sont situées sur un même plan
et non superposés hiérarchiquement. Ainsi, le moralisme de nos contemporains n'est bien que le complément nécessaire de leur matérialisme pratique. Et il serait parfaitement illusoire de vouloir exalter l'un au détriment de l'autre, puisque, étant nécessairement solidaires, ils se développent tous les deux simultanément et dans le même sens, ce qui est celui de ce qu'on est convenu d'appeler la civilisation. Nous venons de voir pourquoi les conceptions du progrès matériel et du progrès moral sont inséparables, et pourquoi la seconde tient, de façon à peu près aussi constante que la première, une place si considérable dans les préoccupations de nos contemporains. Nous n'avons nullement contesté l'existence du progrès matériel, mais seulement son importance. Ce que nous soutenons, c'est qu'il ne vaut pas ce qu'il fait perdre du côté intellectuel, et que, pour être d'un autre avis, il faut tout ignorer de l'intellectualité vraie. Maintenant, que faut-il penser de la réalité du progrès moral? C'est là une question qu'il n'est guère possible de discuter sérieusement, parce que, dans ce domaine sentimental, tout n'est affaire qu'appréciation et de préférences individuelles. Chacun appellera progrès ce qui sera en conformité avec ses propres dispositions, et en somme, il n'y a pas à donner raison à l'un plutôt qu'à l'autre. Ceux dont les tendances sont en harmonie avec celles de leur époque ne peuvent faire autrement que d'être satisfaits du présent état des choses. Et c'est ce qu'ils traduisent à leur manière en disant que cette époque est en progrès sur celles qui l'ont précédée. Mais souvent cette satisfaction de leur aspiration sentimentale n'est encore que relative, parce que les événements ne se déroulent pas toujours au gré de leurs désirs, et c'est pourquoi ils supposent que le progrès se continuera au cours des époques futures. Les faits viennent parfois apporter un démenti à ceux qui sont persuadés de la réalité actuelle du progrès moral, suivant les conceptions qu'on s'en fait le plus habituellement. Mais ceux-là en sont quittes pour modifier quelque peu leur idéal à cet égard, ou pour reporter dans un avenir plus ou moins lointain la réalisation de leur idéal, et ils pourraient se tirer d'embarras eux aussi en parlant d'un rythme du progrès. D'ailleurs, ce qui est encore beaucoup plus simple, ils s'empressent ordinairement d'oublier la leçon de l'expérience. Tels sont ces rêveurs incorrigibles qui, à chaque nouvelle guerre, ne manquent pas de prophétiser qu'elle sera la dernière. Au fond, la croyance au progrès indéfini n'est que la plus naïve et la plus grossière de toutes les formes de l'optimisme. Quelles que soient ses modalités, elle est donc toujours d'essence sentimentale, même lorsqu'il s'agit de progrès matériel. Si l'on nous objecte que nous avons reconnu nous-mêmes l'existence de celui-ci, nous répondrons que nous ne l'avons reconnu que dans les limites où les faits nous la montrent, et que nous n'accordons aucunement pour cela qu'ils doivent ni même qu'ils puissent se poursuivre indéfiniment. Du reste, comme il nous paraît point être ce qu'il y a de mieux au monde, au lieu de l'appeler progrès, nous préférerions l'appeler tout simplement développement. Ce n'est pas par lui-même que ce mot de progrès est gênant, mais c'est en raison de l'idée de valeur, qui a fini par s'y attacher presque invariablement. Cette remarque en amène une autre, c'est qu'il y a bien aussi une réalité qui se dissimule sous le prétendu progrès moral, ou qui, si l'on préfère, en entretient l'illusion. Cette réalité, c'est le développement de la sentimentalité, qui, toute question d'appréciation à part, existe en effet dans le monde moderne, aussi incontestablement que celui de l'industrie et du commerce. Et nous avons dit pourquoi l'un ne va pas sans l'autre. Ce développement excessif et anormal, selon nous, ne peut manquer d'apparaître comme un progrès à ceux qui mettent la sentimentalité au-dessus de tout. Et peut-être dira-t-on que, en parlant de simples préférences, comme nous le faisions tout à l'heure, nous nous sommes enlevés par avance le droit de leur donner tort. Mais il n'en est rien. Ce que nous disions alors s'applique au sentiment, et au sentiment seul, dans ses variations d'un individu à un autre. S'il s'agit de mettre le sentiment, considéré en général, à sa juste place par rapport à l'intelligence, il en va tout autrement, parce qu'il y a là une hiérarchie nécessaire à observer. Le monde moderne a proprement renversé les rapports naturels des divers ordres. Encore une fois, amoindrissement de l'ordre intellectuel, et même absence de l'intellectualité pure, exagération de l'ordre matériel et de l'ordre sentimental, tout cela se tient, et c'est tout cela qui fait de la civilisation occidentale actuelle une anomalie, pour ne pas dire une monstruosité. Voilà comment les choses apparaissent lorsqu'on les envisage en dehors de tout préjugé.
et c'est ainsi que les voient les représentants les plus qualifiés des civilisations orientales qui n'y apportent aucun parti pris, car le parti pris est toujours chose sentimentale, non intellectuelle, et leur point de vue est purement intellectuel. Si les Occidentaux ont quelque peine à comprendre cette attitude, c'est qu'ils sont invinciblement portés à juger les autres d'après ce qu'ils sont eux-mêmes, et à leur prêter leurs propres préoccupations, comme ils leur prêtent leur façon de penser, et ne se rendent même pas compte qu'il puisse en exister d'autres, tant leur horizon mental est étroit. De là vient leur complète incompréhension de toutes les conceptions orientales. La réciproque n'est point vraie. Les Occidentaux, quand ils en ont l'occasion et quand ils veulent s'en donner la peine, n'éprouvent guère de difficulté à pénétrer et à comprendre les connaissances spéciales de l'Occident, car ils sont habitués à des spéculations autrement vastes et profondes, et qui peut le plus peut le moins. Mais en général, ils ne sont guère tentés de se livrer à ce travail, qui risquerait de leur faire perdre de vue, ou tout au moins négliger, pour des choses qu'ils estiment insignifiantes, ce qui est pour eux l'essentiel. La science occidentale est analyse et dispersion. La connaissance orientale est synthèse et concentration, mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, ce que les Occidentaux appellent civilisation, les autres l'appelleraient plutôt barbarie, parce qu'il y manque précisément l'essentiel, c'est-à-dire un principe d'ordre supérieur. De quel droit les Occidentaux prétendraient-ils imposer à tous leur propre appréciation? Ils ne devraient pas l'oublier, d'ailleurs, qu'ils ne sont qu'une minorité dans l'ensemble de l'humanité terrestre. Évidemment, cette considération de nombre ne prouve rien à nos yeux, mais elle devrait faire quelque impression sur des gens qui ont inventé le suffrage universel, et qui croient à sa vertu. Si encore ils ne faisaient que se complaire dans l'affirmation de la supériorité imaginaire qu'ils s'attribuent, cette illusion ne ferait de tort qu'à eux-mêmes. Mais ce qui est le plus terrible, c'est leur fureur de prosélytisme. Chez eux, l'esprit de conquête se déguise sous des prétextes moralistes, et c'est au nom de la liberté qu'ils veulent contraindre le monde entier à les imiter. Le plus étonnant, c'est que dans leurs infatuations, ils s'imaginent de bonne foi qu'ils ont du prestige auprès de tous les autres peuples. Parce qu'on les redoute comme on redoute une force brutale, ils croient qu'on les admire. L'homme qui est menacé d'être écrasé par une avalanche, est-il pour cela frappé de respect et d'admiration? La seule impression que les inventions mécaniques, par exemple, produisent sur la généralité des Orientaux, c'est une impression de profonde répulsion. Tout cela leur paraît assurément plus gênant qu'avantageux, et s'ils se trouvent obligés d'accepter certaines nécessités de l'époque actuelle, c'est avec l'espoir de s'en débarrasser un jour ou l'autre. Cela ne les intéresse pas et ne les intéressera jamais véritablement. Ce que les Occidentaux appellent progrès, ce n'est pour les Orientaux que changement et instabilité. Et le besoin de changement, si caractéristique de l'époque moderne, est à leurs yeux une marque d'infériorité manifeste. Celui qui est parvenu à un état d'équilibre n'éprouve plus ce besoin, de même que celui qui sait ne cherche plus. Dans ces conditions, il est assurément difficile de s'entendre, puisque les mêmes faits donnent lieu, de part et d'autre, à des interprétations diamétralement opposées. Que serait-ce si les Orientaux voulaient aussi, à l'instar des Occidentaux, et par les mêmes moyens qu'eux, imposer leur manière de voir? Mais qu'on se rassure, rien n'est plus contraire à leur nature que la propagande, et ce sont là des soucis qui leur sont parfaitement étrangers. Sans prêcher la liberté, ils laissent les autres penser ce qu'ils veulent, et même ce qu'on pense d'eux leur est fort indifférent. Tout ce qu'ils demandent au fond, c'est qu'on les laisse tranquilles. Mais c'est ce que refusent d'admettre les Occidentaux, qui sont allés les trouver chez eux. Il ne faut pas l'oublier, et qui s'y sont comportés de telle façon que les hommes les plus paisibles peuvent à bon droit en être exaspérés. Nous nous trouvons ainsi en présence d'une situation de fait qui ne saurait durer indéfiniment. Il n'est qu'un moyen pour les Occidentaux de se rendre supportables. C'est, pour employer le langage habituel de la politique coloniale, qu'ils renoncent à l'assimilation pour pratiquer l'association, et cela dans tous les domaines. Mais cela seul exige déjà une certaine modification de leur mentalité, et la compréhension de quelques-unes au moins des idées que nous exposons ici. Voilà, fin de ce chapitre. Je ferai d'autres audios donc concernant d'autres chapitres de cet ouvrage de René Guénon, ainsi que d'autres. Merci.